Comment la vie crée-t-elle plus de vie? C'est une des questions les plus fondamentales, les plus profondes de toute la biologie. Alors on va plonger là-dedans et explorer ensemble les stratégies juste incroyables que les animaux ont développées pour assurer la survie de leurs espèces. Tout commence par un concept qui, lui, est universel, la reproduction. C'est le processus par lequel les êtres vivants donnent naissance à de nouveaux individus. C'est une pulsion fondamentale qui anime tout le règne animal, des plus petites créatures aux plus grandes. Et ce processus, il prend des formes innombrables et souvent franchement fascinantes. Prenez ces escargots par exemple. Leur accouplement si particulier, c'est l'illustration parfaite de ce grand voyage. Un voyage qui commence toujours par la rencontre de deux individus. Pour qu'il y ait reproduction sexuée, la toute première étape est absolument cruciale. Il faut que les partenaires arrivent à se trouver. Et pour y parvenir, le monde animal déborde de parades, de signaux et de rituels, tous plus extraordinaires les uns que les autres. On a tous en tête l'exemple classique, la parade nuptiale du paon. Ce déploiement spectaculaire de plumes, ce n'est pas juste pour faire joli. Non, c'est un signal visuel extrêmement puissant, un message qui crie au monde entier « Regardez-moi, je suis le partenaire qu'il vous faut ». Mais attention, les signaux visuels, ça peut aussi être beaucoup plus subtil. Prenez la femelle de la luciole, elle est très différente du mâle. Elle est aptère, c'est-à-dire qu'elle n'a pas d'ailes, et elle utilise la bioluminescence. En gros, elle crée sa propre lumière pour guider les mâles jusqu'à elle dans la nuit. Bon, on a vu le visuel, maintenant passons à l'odorat. Certaines femelles de papillons de nuit libèrent des substances chimiques qu'on appelle des phéromones, et elles sont si puissantes qu'elles peuvent attirer un mâle à plus de 2 km de distance. C'est fou. Et regardez-moi ces antennes. On dirait un équipement de détection de pointe spécialement conçu pour capter le moindre effluve de ce parfum d'amour. Alors, une fois que les partenaires se sont enfin trouvés, une question a longtemps tourmenté les scientifiques. Comment, concrètement, un nouvel individu est-il créé? C'est une énigme qu'on va tenter de résoudre en suivant les pas d'un scientifique brillant. Et voici notre détective scientifique, Lazzaro Spallanzani. Au XVIIIe siècle, il avait une hypothèse, une intuition. Pour lui, tout était déjà là, préexistant dans l'ovule de la femelle. Et pour tester son idée, il a mis en place une série d'expériences sur des grenouilles qui allaient tout simplement changer notre compréhension de la vie. Première expérience, on pose les bases, c'est le groupe témoin. Un mâle, une femelle, ils s'accouplent normalement et le résultat c'est des têtards. Conclusion de base donc, il faut bien les deux partenaires pour que ça marche. Et c'est là que ça devient, carrément génial. Pour sa deuxième expérience, Spallanzani a fabriqué un minuscule caleçon imperméable pour le mâle. Oui, une grenouille en pantalon. La femelle pond bien ses œufs, mais pas le moindre tétard. Le point crucial, c'est donc que quelque chose de physique qui venait du mâle était bloqué. Mais Spallanzani ne s'est pas arrêté en si bon chemin. Pour l'expérience numéro 3, il a récupéré le liquide qui était dans ce fameux caleçon et il l'a mélangé lui-même avec les œufs. Et bingo, des têtards apparaissent. La preuve est faite, ce liquide libéré par le mâle est absolument essentiel. Et voilà l'indice final. Spallanzani a filtré le liquide du mâle. Le liquide, seul, ne produisait rien. Mais la partie qui restait dans le filtre, les spermatozoïdes, ça a marché. Il a donc découvert que ce n'était pas le liquide en lui-même, mais bien ses cellules reproductrices qui étaient l'ingrédient secret. Et tout ça nous amène brillamment à la conclusion de son enquête. Ce processus, l'union d'un spermatozoïde et d'un ovule pour créer une cellule œuf qui deviendra un nouvel individu, ça porte un nom, la fécondation. Ok, donc maintenant on sait ce que la fécondation. La question suivante c'est où et comment est-ce que cette union se produit? Parce que le lieu de la rencontre, lui, peut varier énormément d'une espèce à l'autre. On a d'un côté la fécondation externe. Chez les oursins, par exemple, les gamètes sont lâchés directement dans l'océan. C'est une stratégie du nombre. Il faut en produire une quantité astronomique parce que la rencontre est laissée au hasard. Par contre, ça ne demande aucun soin parental. De l'autre côté, on a la fécondation interne, comme chez la poule. Là, l'union se passe dans un environnement protégé à l'intérieur de la femelle. C'est bien plus efficace, mais ça exige des comportements complexes et une anatomie adaptée. Bon, l'œuf est fécondé. Et après, une nouvelle question se pose. Comment cet embryon va-t-il grandir? Comment va-t-il se développer pour devenir un individu à part entière? Et là encore, la nature a prévu plusieurs chemins. Il y a d'abord une grande distinction. D'un côté, les animaux ovipares, comme nos amis les grenouilles, qui pondent des œufs. L'embryon finit son développement en dehors du corps de la mère. Et de l'autre, les animaux vivipares, comme ce mouton, qui garde l'embryon bien au chaud à l'intérieur de l'utérus. La femelle donne alors naissance à des petits déjà formés. Mais ce n'est pas tout. Après la naissance ou l'éclosion, le développement peut être direct, comme pour ce poussin qui ressemble déjà à un poulet en miniature, ou alors il peut être indirect.
Et c'est le cas de la grenouille. Sa larve, le tétard, ne ressemble pas du tout à l'adulte et doit subir une transformation radicale qu'on appelle la métamorphose. L'exemple le plus spectaculaire de développement indirect, c'est sans doute le cycle de vie du papillon. De l'œuf sort une chenille, dont le seul but est de manger. Elle se transforme ensuite en chrysalide, une sorte de phase de réorganisation complète, avant d'émerger en un magnifique papillon adulte. C'est une véritable renaissance. Toutes ces étapes qu'on a vues, la rencontre, la fécondation, le développement, ce ne sont pas des événements isolés les uns à côté des autres. En fait, elles font partie d'un grand schéma continu, une boucle qui ne s'arrête jamais et qui relie les générations. Et ce schéma, ça porte un nom, c'est le cycle de vie. C'est tout simplement la succession de toutes les phases qui composent la vie complète d'un organisme, de sa naissance jusqu'à sa propre reproduction, ce qui assure la continuité de l'espèce. Et ce cycle de vie de l'oursin, il résume à la perfection tout ce qu'on vient de voir. Des adultes libèrent leurs gamètes dans l'océan, la fécondation externe donne une cellule œuf, celle-ci se développe, devient une larve qui se métamorphose pour enfin devenir un nouvel adulte prêt à recommencer le cycle. La boucle est bouclée. Des parades les plus élaborées au pantalon pour grenouilles, en passant par des transformations incroyables, on a vu que les stratégies pour créer la vie sont presque infinies. Alors la question qui reste, c'est qu'est-ce que cette immense diversité nous apprend sur le pouvoir incroyable d'adaptation et d'innovation de l'évolution ?